fiction. Difficile de démêler le vrai du faux lorsqu'on aborde les légendes locales avec leurs monstres ou leurs saints protecteurs. Dans le Doubs et plus largement en Franche-Comté, on trouve bien sûr pas mal de ces récits imaginaires qui viennent structurer l'histoire et la vie locale. Liés à la nature ou à des monuments religieux ou laïques, les églises, les châteaux. Ces histoires sont passionnantes et nous allons en tourner quelques pages aujourd'hui en compagnie de David Aubry, journaliste franc-comtois et auteur du livre Sites remarquables et insolites du Doubs. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Bonjour David. Bonjour Émilie. Alors, rappelons-le avant de commencer, tout ce que nous allons évoquer aujourd'hui relève de la tradition orale, de ce qu'on transmet un petit peu au coin du feu. Et ces récits populaires, a priori non authentiques, même s'ils se basent parfois sur des faits réels et proches de la vérité, sont en fait tout droit sortis de l'imaginaire collectif et ont traversé les siècles, transmis de génération en génération, vous l'avez dit, de façon orale. Exemple connu de ce mécanisme, la bête du Gévaudan. Alors durant 3 ans, ça se passe entre 1764 et 1767, dans la campagne de Lozère. Ce qui était au départ un fait divers, certes sanglant et dramatique, va prendre des proportions pas ordinaires. La série d'attaques mortelles contre des humains fut rapidement attribuée par la population terrorisée à une créature fantastique, mi-homme mi-animal, féroce et sans doute chargée d'un châtiment divin. La légende naquit au fil des événements tragiques, adossée sur un fait divers réel qui a laissé vagabonder les théories les plus folles. Même si la majorité des historiens ont par la suite établi que les événements étaient sans nul doute le fait d'un ou plusieurs loups, une légende est quand même née à ce moment-là. On voit que derrière les légendes, il y a parfois un petit fond de vérité. Et puis, en Franche-Comté comme ailleurs, on est donc sur du bouche à oreille. C'était le temps d'éveiller, dans les campagnes en particulier, c'était des temps privilégiés de rencontres entre voisins et amis pour faire circuler ce qui se disait par le bouche à oreille au sujet des êtres fantastiques, acteurs de ces histoires extraordinaires, teintés d'éléments magiques ou surnaturels. Alors généralement, les légendes proposent des récits sinistres ou déroutants qui suggèrent l'existence d'éléments surnaturels cachés. Il n'y a pas de version officielle de chacune, mais elle circule plutôt dans un ensemble de versions plus ou moins similaires, puisque la même légende peut changer d'un pays à l'autre, voire d'une commune à l'autre, d'un village à l'autre. Et selon les époques, et surtout d'un village à l'autre, je viens de le dire, les années passant, leur contenu peut changer avec des éléments qui sont supprimés, ou plus sûrement qui viennent s'ajouter d'ailleurs. Et à coup de miracles, de métamorphoses, de scènes magiques et extraordinaires, les légendes sont pleines de mystères et font parfois rire ou pleurer, mais avant tout, elles font réfléchir. Et on s'est d'ailleurs beaucoup servi de ces textes pour éduquer le peuple, lui inculquer de façon imagée des valeurs morales, et même parfois faire œuvre d'évangélisation. Et on a quand même des traces écrites de tout cela, même si on parle de légendes de transmission orale. Elles ont traversé les siècles oralement, mais elles ont été couchées sur le papier pour entrer pleinement dans le patrimoine culturel et populaire grâce à des auteurs régionaux. On a des spécialistes en Franche-Comté comme Charles Naudier, Désiré Monnier ou encore Gabriel Grivier qui ont largement œuvré dans notre région pour que ces histoires perdurent. Alors les légendes continuent donc à vivre, à s'étoffer parfois, à étonner souvent et à fasciner toujours. À deux pas de chez vous, un podcast ici en région. Penchons-nous donc sur les légendes et autres mystères qui habitent le Doubs et la Franche-Comté. La nature, elle est souvent source de légendes. L'eau notamment, qui est un élément qui nous glisse entre les doigts, est au centre de plusieurs histoires locales. Évidemment, en Franche-Comté, la rivière du Doubs y est liée. Par exemple, près des grands bassins menant au saut du Doubs, un jour, une joyeuse troupe se promenait en barque, et là, une fille du groupe, jeune mariée, qui portait à son corsage un bouquet, était assise près de son mari. Et tout à coup, des cris retentirent, les embarcations furent attirées par un courant irrésistible qui les emmène vers la chute. Malgré leurs efforts, ils vont être précipités dans le gouffre, on ne retrouvera aucun corps, tout juste, quelques jours plus tard,
un pêcheur va retirer des eaux un joli bouquet de mariés. On frissonne, hein. L'eau peut être vraiment terrible et c'est aussi le cas dans une autre histoire, celle de Dame Vautier, c'est comme ça qu'on dit? Dans Vautier. Dans Vautier. Et dans Vautier, c'était une cité connue pour ses richesses et son opulence. Ses habitants étaient sans cœur et méprisants, et un vieux moine tentait de remettre de l'ordre parmi ses âmes perdues, mais le mal était déjà bien enraciné. Ils rejetèrent même une pauvre femme affamée venue avec son bébé dans les bras. Alors là, le moine, nommé Saint-Point, la recueillit dans sa grotte. De là, une nuit, elle entendit un énorme vacarme. Le village venait d'être totalement englouti par une énorme vague géante, tuant tous ses habitants. Les gens d'Envautier avaient tous péri, emportant avec eux la terrible dureté de leur cœur. On dit que parfois, la nuit aujourd'hui, on entend retentir le son lugubre des cloches de l'église de ce village englouti. Oh, donc il faut être plus sympa, quoi. C'est ça la leçon de l'histoire. Ouais, autre paysage caractéristique de la région, ce sont ces forêts. Et là, alors, pas de balade pour prendre l'air ou se dégourdir les jambes, hein. On est dans des forêts, encore une fois, pleines de mystères. Et le dessoubre, par exemple, aurait une origine assez surprenante, David. Oui, Émilie, si vous vous promenez au bord du Dessoubre, cette belle rivière encaissée entre falaises et forêts, peut-être entendrez-vous le grondement, non pas de l'eau, mais du géant qui a donné son nom au cours d'eau. Il vit là, prisonnier dans une grotte désormais fermée, suite à la révolte des habitants du secteur qui ont uni leurs forces pour pousser un rocher devant l'entrée de sa caverne. Depuis, le géant essaierait en vain de la déplacer et son corps ruisselle d'une sueur tellement abondante qu'elle forme une source qui alimente les eaux du Dessoubre. Voilà une origine assez impressionnante. Et à Danjoutin, quelle est l'histoire locale? Allez-y, faites-nous rêver. Et dans cette autre forêt, vous n'entendrez plus la mélodie d'un harpiste qui sema la terreur autrefois, entouré d'une horde d'hommes se mêlant à d'étranges créatures féminines, la tête couronnée de feuilles de chêne et d'une étoile de diamant, avec en main une faucille d'or. Il fallut faire appel à Saint Fromond, célèbre pour avoir chassé des sorciers en jetant son bâton qui prit racine pour devenir un chêne gigantesque qui abrita plus tard la statue de la Vierge. Ce fut alors la fin des sacrifices et la paix retrouvée. On a parlé de l'eau, on a parlé des forêts, on pourrait parler de la pierre, de la montagne également, typique de la région. Là aussi, encore des contes intéressants autour des pierres. On va parler du défilé des entreportes, parce que les pierres aussi, elles peuvent recéler bien des mystères. On parle de pierres mystérieuses, perdues au fond d'une forêt recouverte de mousse ou cachées aux yeux des humains. On ne les voit pas ou alors elles ne retiennent pas l'attention et pourtant leur pouvoir est souvent surnaturel. On parle ici de 3 filles d'une grande beauté, Loïse, Berthe et Hermance. Nombreux étaient les prétendants, mais celles-ci restaient insensibles à toutes leurs demandes. Alors leur père, Sire de Joux, organisa un jour un tournoi où tous les chevaliers pouvaient venir s'affronter pour gagner la main d'une de ses filles. La fortune des armes a souri à 3 chevaliers, dont la méchanceté n'avait d'égal que la laideur. Alors, les 3 princesses ont pris la fuite, se faisant remplacer par des servantes. Mais les fiancés et conduits se lancèrent à leur poursuite et arrivèrent au défilé des entreportes où ils découvrirent que pour punition, les 3 fameuses jeunes filles avaient été transformées en statues de pierre. Punition un petit peu dure, je trouve. Dure comme de la pierre. Voilà, vous m'excuserez ce jeu de mots. Il fallait que je le fasse. On parle aussi de pierre finalement quand on parle de cette histoire d'un moine dans le Val de Morteau, je crois. Et oui, dans ce Val de Morteau, pourtant si attaché à la foi catholique, on s'aperçut un jour que la croyance en Dieu reculait. Alors un moine décida de se retirer seul en ermite pour prier et inverser la tendance. Il passait sa vie à se lamenter sur ce monde de péché et demanda au ciel de lui envoyer un signe fort. Depuis ça, on ne revit jamais l'homme d'église. Par contre, il se dit qu'à l'endroit même où il vivait, on peut voir aujourd'hui une roche qui ressemble étrangement à la silhouette d'un moine figé dans la pierre en train de prier, trace, paraît-il, de l'ultime sacrifice de cet homme dont la prière semble quand même avoir été entendue. À 2 pas de chez vous, un podcast ici en région. Continuons à explorer les contes et légendes du Doubs et de Franche-Comté en nous attachant cette fois-ci aux bâtiments de pierre construits par l'homme, parce que là aussi le folklore est riche, comme avec cette histoire qui concerne Bourgogne et la forêt de Bréval.
Écoutez bien cette histoire. À Bourgogne, il y a bien longtemps, un soir de fête, 3 paysans refaisaient le monde autour d'un verre. Au moment de rentrer, ils traversèrent la mystérieuse forêt de Bréval, où se trouvaient les ruines d'un château. L'un des 3 hommes commença à ralentir, pris d'une étrange fatigue. Comme paralysé, il se posa sur la margelle d'un puits, d'où sortit, dans une lumière éblouissante, une grande femme tenant dans sa bouche une clé de feu. Ce n'était autre que la défunte châtelaine, punie de son avarice durant sa vie. Prends la clé de mon trésor et tu seras libre. L'homme essaya, il se brûla, n'y parvint pas et il mourut dans d'atroces souffrances. Aïe, 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 aïe. Voilà une légende qui fait mal, mais c'est un petit peu monnaie courante, hein, la douleur, les souffrances, parce que si on va du côté du château de Joux et des seigneurs de Joux, le destin pour eux aussi est assez cruel. Et la victime de cette cruauté, c'est donc Berthe de Joux, qui était mariée depuis peu lorsque son mari Amaury dut partir pour longtemps aux croisades. Alors les années passèrent, puis un jour, un chevalier blessé se présenta aux portes du château, demandant l'hospitalité, et lui affirma au passage que son seigneur d'époux était mort. Alors Berthe, son chagrin passé, succomba finalement au charme du chevalier, mais rentré alors qu'on ne l'attendait plus, Amaury surprit les 2 amants, fit enfermer sa femme dans un cachot si petit qu'elle ne pouvait s'y allonger. Elle n'en sortait que 2 fois par jour. Et pourquoi ? Pour être conduite devant une meurtrière pour contempler la dépouille de son amant qu'Amaury avait fait pendre. Alors que finalement, c'est un petit peu les hommes qui l'avaient berné, quoi. Enfin, moi, je n'aurais pas porté de jugement sur cette histoire, mais est-ce que c'était vraiment la faute de Berthe? Voilà. Je laisse réfléchir les gens qui nous écoutent. Mais bon, puisqu'on parle de souffrance, approchons-nous prudemment de la figure du diable qui habite aussi certaines histoires locales. Soyons prudents en effet avec cette autre légende. Un jour, le diable se trouvait dans les entrailles de l'enfer avec ses très nombreux enfants. Il n'arrivait pas à en faire façon, alors il décida de les envoyer sur terre, mais là-bas, les rejetons se plaignaient sans cesse. Alors au fil des saisons, pour protéger sa progéniture des multiples désagréments et menaces, le diable dut inventer un moyen d'abriter ces turbulents enfants, ou alors il devrait les reprendre et les subir à nouveau. Il créa donc un arbre solide qui protège de la pluie, du soleil et de la neige. C'est ainsi que naquit dans nos belles montagnes du Jura un arbre appelé sapin. On y pensera au moment de décorer nos sapins de Noël, et le diable lui-même serait peut-être passé sur Terre, du côté de Vesoul cette fois-ci. Et oui, il paraît en effet, il y a quelques siècles de cela, sur les hauteurs de Vesoul, une châtelaine s'ennuyait fortement en attendant le retour de son mari parti à la guerre, jusqu'au jour où, encore une fois, un beau chevalier se présenta et ne tarda pas à tomber amoureux de son hôte. Mais il vit le seigneur revenir, le prétendant comprit alors que tous ses espoirs étaient ruinés et reprit sa véritable apparence, c'était le diable en personne. Il s'envola alors en riant bruyamment, fier d'avoir berné tout son monde pendant si longtemps. Il partit se poser sur une colline voisine et s'aperçut qu'il lui manquait un sabot. Tombé et transformé en pierre, c'est l'ultime trace de son passage ici et de son échec aussi. Les femmes ont toujours une place importante aussi dans les contes et légendes. On connaît la Dame Blanche un petit peu dans plusieurs régions de France, hein, elle qui erre sur les bords de route. La Franche-Comté aussi a son lot de femmes mystérieuses, à commencer par la comtesse Agnès, ou plutôt son fantôme. Direction maintenant le château de Montbéliard où les habitants entendaient d'étranges cris à chaque décès. On dit que le fantôme de la comtesse Agnès occupait les lieux. C'était une mère indigne qui aurait jadis égorgé ses 2 propres enfants. Devenus veuves, ils étaient en effet devenus une vraie charge pour elle qui souhaitait refaire sa vie depuis sa propre mort. Chaque trépas lui rappellerait donc ses crimes atroces. Totalement inutile finalement, puisque durant toute sa vie, personne ne voulut épouser cette femme infanticide. Bien fait pour elle, la voilà bien punie. Du côté de Fleuret, ce sont plusieurs femmes qui hantent les lieux. Une combe à Fleuret était autrefois le refuge de plusieurs dames vertes, 6 belles jeunes filles qui toutes les nuits chantaient, dansaient, puis s'allongeaient dans l'herbe fraîche. Leur jeu favori, entourer et déstabiliser les jeunes gens rentrant chez eux les soirs de fête ou de foire. Une fois qu'elles les avaient bien égarées, les coquines s'enfuyaient en poussant de grands éclats de rire que se renvoyaient dans la nuit les échos de la montagne. Quant aux jeunes hommes, ils passaient la nuit à chercher leur chemin et ce n'est qu'à la lueur du jour qu'ils retrouvaient leur demeure, hagards et surtout bien moqués par leurs proches. Et évidemment, si on ajoute les femmes et le mystère ou la magie, on aboutit aussi aux sorcières. Est-ce qu'il y en avait en Franche-Comté? Il y a une histoire, oui, du côté de Coirières vivait autrefois une femme que tous appelaient Claudia la sorcière.
Elle fut jugée pour ses actes maléfiques. On lui reprocha d'avoir fait abattre la grêle sur le village. Elle aurait aussi empoisonné humains et animaux. Un jour, elle aurait aussi amené chez elle la petite fille de ses voisins, un gros chat noir avec des cornes les suivants. Le diable en personne. Il va être mis en fuite par la sorcière de Coirières qui va se dresser face à lui. Une anecdote qui sera utilisée pour montrer sa force, y compris face aux malins, et la faire condamner. Son corps fut donc brûlé et réduit en cendres. On n'est jamais trop prudent. À deux pas de chez vous, un podcast ici en région. Continuons d'explorer le folklore, les contes et légendes franc-comtois. Heureusement, dans ce folklore, il n'y a pas que les femmes qui sont mystérieuses ou dangereuses. Vous allez pouvoir nous parler aussi, je crois, de bossus. Du côté de Montbozon, de Fontenoy-les-Montbozon, dans ce village vivaient en effet deux bossus. Alors l'un était joyeux, rieur, il avait une bosse dans le dos, et un soir, chantant à tue-tête, il croisa dans la forêt des sorciers qui, amusés par son culot, le débarrassèrent de sa bosse. Alors l'autre bossu, il tenta de traverser lui aussi les bois en chantant, imitant la bonne humeur de son collègue, mais le subterfuge était trop grossier, alors non seulement les sorciers ne vont pas lui retirer sa bosse, mais en plus, ils vont lui ajouter celle qu'ils avaient enlevée à son camarade. La preuve qu'il ne faut pas jalouser son prochain et savoir supporter ses propres défauts. Il y a toujours des leçons à tirer de ces contes et légendes, et il nous reste à évoquer la plus marquante des légendes locales qui a fait l'objet d'un livre par Marcel Aimé, la Vouivre. Alors, qu'est-ce que c'est que cet être fantastique ? Pour bien connaître cet être qu'est la vouivre, dont le nom est issu du latin vipera, la vipère, il faut s'intéresser à ses habitudes de vie. Son antre, c'est sous la terre qu'il se trouve, à l'abri des regards humains. Alors qu'il s'agisse d'un simple trou, d'une grotte ou d'un souterrain, l'essentiel pour elle, c'est d'être inaccessible. Sortie de sa cachette, son terrain de jeu favori, c'est l'eau. Celle de préférence d'une rivière aux apparences tranquilles, d'une source discrète et peu fréquentée, ou d'un étang paisiblement caché dans les sous-bois. Et là, à heure fixe, la vouivre peut apparaître pour aller se désaltérer, se baigner, sans craindre de présence inopportune. Il faut en effet pas se risquer à la déranger dans ses habitudes. Bien que préférant vivre loin des hommes, elle aime aussi toutefois régulièrement sortir de son anonymat pour aller survoler un village, une église, un château. Des sorties qui, bien entendu, cette fois, ne passent pas inaperçues, tant elles sont inattendues et surprenantes, à l'opposé de ces ébats aquatiques organisés tels des rituels. Et lié à la Vouivre, il y a son bijou très convoité, son escarboucle. Eh oui, chaque fois, elle dépose cet objet précieux avant de pénétrer dans l'eau. Son escarboucle, c'est une énorme pierre d'une valeur inestimable, le plus souvent un rubis d'un éclat tel que lorsque la vouivre vole la nuit, elle laisse derrière elle comme une traînée de feu. Vous le devinez, un tel bijou ne peut susciter que des convoitises, des pauvres mortels évidemment qui vivent aux environs. Alors pour éviter de se la faire dérober pendant sa baignade, elle la cache dans la mousse, une touffe d'herbe ou sous une pierre. Mais pas de quoi arrêter les plus téméraires, puisque les humains les plus cupides le savent, c'est à ce moment-là seulement qu'ils peuvent s'en emparer et devenir riches. Mais nombreux sont ceux qui ont essayé et l'ont payé de leur vie, car si la vouivre surprend le voleur, le châtiment est terrible et entretient d'ailleurs sa légende dans les villes et les villages de Franche-Comté. Et on a retrouvé tout ça dans le roman de Marcel Aimé, qui était franc-comtois justement, sous la forme de cette femme, la Vouivre, femme au serpent qui venait hanter les habitants de Vol-des-Verts. Femme fatale aussi, libérée avec cette fois-ci un diadème orné du rubis. Donc on retrouve l'escarboucle de la légende. Et ceux qui voulaient la voler mouraient, tués par des serpents. On voit là que la légende a été adaptée et transmise là par un romancier, par Marcel Aimé. Et le livre a aussi été adapté en film en 1989, puis plus d'un demi-siècle après la sortie du livre de Marcel Aimé. Un réalisateur, George Wilson, va adapter l'œuvre sur grand écran. La distribution est à la hauteur des ambitions du cinéaste, puisqu'on retrouve à l'affiche Lambert Wilson, le fils du réalisateur, Jean Carmet, Jacques Dufilot, Macha Merrill, une pléiade d'acteurs célèbres à laquelle il convient d'ajouter Suzanne Flon, qui obtiendra quand même le César du meilleur second rôle féminin pour son interprétation dans ce film. Mais une exception, selon les spécialistes,
pour qui ce long métrage tiré d'une nouvelle fantastique n'a pas marqué l'histoire du cinéma. Mais heureusement, c'est une légende comme les autres que nous venons d'évoquer qui a marqué les esprits et qui continue de vivre grâce à cette transmission comme celle que nous venons de faire à l'instant. David Aubry, on rappelle que vous êtes l'auteur du livre Sites remarquables et insolites du Doubs aux éditions Ici en Région, un livre qui nous permet de continuer à explorer les trésors du Doubs. Merci David. Merci Émilie. C'était À deux pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.